Pour cette vidéo, nous retrouvons donc Bruno Gollnisch, que vous connaissez bien, chers auditeurs. Bruno Gollnisch, merci d'être avec nous ce matin. Merci de votre invitation. Alors, vous a invité à venir prendre la parole sur ce sujet brûlant. C'est le sujet du jour, la potentielle inéligibilité de Marine Le Pen. Vous avez déjà réagi, vous, donc en rédigeant une sorte de communiqué pour donner votre avis sur le rôle des juges désormais dans la politique française. Est-ce que vous pourriez commencer donc par nous dire ce que vous pensez de toute cette affaire ? Merci. J'ai non seulement rédigé un communiqué, mais j'ai diffusé à 5000 exemplaires, enfin ma liste de diffusion, un mémoire de 40 pages dont j'ai infligé d'ailleurs l'essentiel aux magistrats au sujet de cette affaire, qui est une affaire extravagante, qui est une affaire qui n'aurait jamais dû venir devant quelque tribunal que ce soit, pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est parfaitement contraire au principe de la séparation des pouvoirs. Les plus grands constitutionnalistes français, les professeurs Avril, Gicquel, je crois que Gicquel a été de surcroît le déontologue exigeant de l'Assemblée nationale. Monsieur Jean-Éric Scholz, qui a été le énarque et polytechnicien, excusez du peu, qui a été le secrétaire général du Conseil constitutionnel durant des années, ont écrit que si le pouvoir judiciaire se mêle de l'activité des assistants parlementaires, il se mêle nécessairement, ce qui a été le cas d'ailleurs, de l'activité des députés, et que par conséquent, c'est contraire au principe fondamental de la séparation des pouvoirs. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a rien dans ce dossier. Il n'y a pas un centime de détournement de fonds publics. Il y a des assistants qui étaient payés sur une dotation qui était due aux députés, non pas en raison de leur personne ou pour leur permettre de s'enrichir, mais en raison des suffrages qu'ils avaient recueillis. Et ces assistants, que voulez-vous? Par exemple, il y a deux catégories d'assistants. Excusez-moi d'être un petit peu technique. Il y a ce qu'on appelle les assistants accrédités et les assistants locaux. Moi, je suis poursuivi pour 3 de mes assistants locaux. D'après le règlement même du Parlement européen, les assistants locaux n'ont pas à venir à Bruxelles ou à Strasbourg. Donc, il y a un certain nombre d'imbéciles ou de malveillants parmi dans les médias, les deux qualités pouvant être parfaitement réunies chez la même personne, qui ont dit, vous vous rendez compte, ils avaient des assistants qui ne venaient pas à Strasbourg ou à Bruxelles. Oui, cher monsieur, parce que c'est ce qu'imposait le Parlement européen. Et alors, que pouvait-on faire à ces assistants d'autre chose que de participer à l'activité politique de leurs députés? Députés qui, je le rappelle, dans le cadre européen, sont élus sur la base d'un scrutin national présenté par une formation politique. Scrutin national, par conséquent, nous ne sommes pas comme les députés à l'Assemblée nationale, les élus d'une circonscription de 130 000 habitants qui couvre 6 ou 7 cantons ou un arrondissement. Et là, l'assistant local peut aider le député à son rôle de super assistante sociale, si vous voulez, de la circonscription. Non, nous sommes élus sur la France entière et nous sommes élus et nous nous considérions élus pour défendre les intérêts français. Bon, nous avons associé évidemment nos assistants à notre activité politique. Et la politique, comme j'ai eu l'honneur de l'exposer au tribunal, c'est un sport collectif. C'est comme le football. Hein, nous sommes comme les membres les joueurs recrutés par un club de foot qui nous dirait c'est formidable, on vous recrute, vous avez le droit de vous entraîner, vous avez le droit de jouer, mais alors attention, tout seul, hein, pas en équipe. Or, la politique, c'est comme le football, c'est un sport d'équipe. Par conséquent, cette procédure extravagante qui est politique, qui a été diligentée par le président allemand socialiste Schulz, lequel était un président partisan, contrairement à la dignité de sa fonction, lequel a utilisé ses assistants non seulement pour des campagnes électorales, mais aussi les fonctionnaires du Parlement européen, quand il conduisait les socialistes à l'élection européenne.
et qui a eu des assistants qui ont claqué la porte parce qu'ils se plaignaient que Schulz les contraignit à des travaux domestiques. Il y en a un qui a dit dans le Spiegel, il m'obligeait à repasser ses pantalons, etc. Bon, voilà. Et c'est ça notre accusateur. C'est ça, et les membres du bureau du Parlement qui ont ratifié ça, parce qu'on dit le Parlement européen réclame, le Parlement européen a subi un préjudice. Le Parlement européen n'a pas subi un préjudice d'un centime. Et quand on dit le Parlement européen, c'est en réalité la majorité actuelle, un certain nombre de représentants de la majorité actuelle du Parlement européen, qui sont représentés au bureau. J'ai prouvé, il suffisait d'aller sur Internet pour voir en information ouverte qu'à l'époque où la plainte soi-disant du Parlement a été déposée, les 2 tiers des membres du bureau avaient des assistants qui travaillaient avec leur formation politique. Et alors Bruno Golgi, évidemment, on comprend que voilà, c'est pas une histoire d'enrichissement personnel, que c'est pas une histoire de détournement de fonds comme vous en accuse parfois la gauche, mais il y a une chose que on peut avoir aussi du mal à comprendre d'une certaine façon, c'est que à partir du moment où le Rassemblement national, alors qui était encore à l'époque, je crois, le Front national, s'est fait taper sur les doigts justement pour cette affaire, en fait, le Rassemblement national a réussi à respecter ses règles. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'était pas impossible de respecter ces règles dans le fond, c'était pas aberrant, c'était des règles qui existaient quelque part, et c'est pas peut-être pas uniquement un procès politique. Au-delà de la question de la légitimité, c'est peut-être pas uniquement un procès politique dans ce cas. Je vous remercie de cette objection, sauf que vous avez dit très justement, ces règles existaient sans doute quelque part. Eh bien non, non, rien ne les interdisait. Et ce que nous avons fait, qu'aucun texte n'interdisait. Je demande qu'on me montre le texte qui interdisait aux assistants de travailler avec la formation politique du député. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ce que nous l'avons fait de façon paisible, publique et non équivoque durant des années. Et nous l'avons fait sous le contrôle du haut fonctionnaire responsable des crédits de l'assistance parlementaire qui s'appelle, je donne le nom, M. Franck-Antoine Poirel. C'est très curieux parce que dans tout ce procès, nous avons eu droit, comme la statue du commandeur, au directeur général des finances du Parlement qui est venu dire à quel point tout ça était abominable, etc., et que nous aurions dû ne pas utiliser nos assistants de cette façon-là. Mais il est venu à presque toutes les séances sur ordre. Mais M. Antoine Poirel n'est pas venu à une seule séance, lui. Et comme je l'ai dit au magistrat, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu? C'est parce qu'il avait honte, certainement. Et moi, si je dois aller en cour d'appel, je le ferai citer. J'ai demandé une confrontation avec lui au cours de l'instruction. Cette confrontation m'a été refusée par la chambre d'accusation. C'est incroyable. Antoine Poirel, sur ordre de Cléty, a contribué à à l'enquête en allant à la police, à la brigade financière, disent oui, c'est très vilain, leurs assistants ont travaillé avec leur parti, et il a disparu ensuite dans les oubliettes. On m'a dit d'ailleurs qu'il avait fait une dépression nerveuse et il a été changé de poste à la suite de ça. Mais tout ce que nous avons fait pendant des années, nous l'avons fait de façon publique, ouverte, sans dissimulation. Moi, quand Mediapart, qui a été à l'origine avec l'extrême gauche de la pression sur Schulz en disant ben vous avez là un moyen de les contrer, de contrer cette vague populiste. Voilà l'astuce. Hein, on va les accuser d'avoir volé l'argent du Parlement parce que leurs assistants travaillaient avec leur parti. Moi, mais Bruno Gollnisch, en l'occurrence, un haut fonctionnaire du groupe socialiste. Il n'y a pas que le RN qui est accusé. Il y a aussi le MoDem, le parti de François Bayrou, qui est accusé. Donc, c'est-à-dire que c'est pas uniquement quelque chose qui vise le Rassemblement national, d'une certaine façon. Ah oui, mais parce que quand nous avons été accusés, il y a Madame Montel, qui était à l'époque députée du Rassemblement national, a dit mais regardez, et tout le monde fait pareil, il y a le MoDem. Ah merde.
Il a fallu inculper le MoDem. Il n'y a pas que le MoDem, il y a LFI. Et ils s'en sont Mais bien je vais vous sortis. dire, il y a un haut fonctionnaire du groupe socialiste, dont je peux vous donner l'identité en privé et vous montrer les messages qu'il m'a envoyés, qui est un homme honnête et avec lequel j'avais une relation courtoise en dépit de nos divergences d'opinion, qui, quand il a su que j'étais inculpé dans cette affaire, m'a écrit textuellement, avec des motifs comme cela, ils peuvent renvoyer 500 députés en correctionnel à chaque législature. Voilà, voilà la réalité. Et, encore une fois, montrez-moi le texte de loi, le texte du règlement du Parlement européen qui interdisait que les assistants participassent à l'activité politique de leurs députés. Encore une fois, vous avez des assistants, dans mon cas, par exemple, des assistants locaux. Bon, pour les assistants accrédités, c'est différent. Mais ces assistants locaux n'avaient, selon le règlement du Parlement, n'avaient pas le droit de venir à Strasbourg ni à Bruxelles. Et moi, j'ai violé le règlement du Parlement européen parce que je trouvais ça tellement idiot qu'au moment des sessions, je faisais venir mes assistants locaux aux sessions plénières, du moins certains d'entre eux, pour qu'ils voient comment ça se passe et pour que nous puissions avoir des entretiens, etc., sur les questions européennes. Bon, ils n'ont théoriquement pas le droit de venir à Bruxelles ou à Strasbourg. Ils ne peuvent donc pas assister aux commissions. Ils ne peuvent donc pas assister aux réunions par lesquelles les groupes décident de la position à prendre sur tel ou tel texte. Ils ne peuvent donc pas assister au vote, etc. Par conséquent, ils ne peuvent pas, ou très difficilement, certains des miens l'ont fait, participer au travail législatif. Et à partir de là, qu'est-ce que vous voulez leur faire d'autre que de participer à l'activité politique de leurs députés? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la politique, c'est un sport collectif. Surtout quand on est présenté sur une liste, surtout quand cette liste est nationale. C'est évident. Alors, Bruno Gollnisch, est-ce que vous pointez du doigt là entre les lignes, est-ce que c'est pas aussi la volonté de l'Union européenne de vouloir tout légiférer dans les moindres détails et refusant ainsi de se baser sur le simple bon sens finalement? C'est la volonté, bien sûr. Bien sûr, il y a l'excès incroyable de textes, etc. Il y a la volonté de transformer tous les députés européens en agents dociles de la Commission, dans la vomissure de textes réglementaires dont certains sont parfaitement absurdes, dont on voit les conséquences. On assomme l'espace européen de textes, de normes, de règles, de contraintes, de charges, en même temps qu'on l'ouvre cet espace à la concurrence de pays qui n'ont ni les mêmes règles, ni les mêmes charges, ni les mêmes contraintes, et on voit les résultats. Hein, les résultats, la France a perdu en 20 ans la moitié de son potentiel industriel. Enfin, je n'entre pas dans les détails. Eh bien, il y a aussi la volonté politique de contrer la montée qu'ils sentent bien. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'ils se raccrochent aux juges précisément parce qu'ils sentent que politiquement, ils sont en train de vaciller? Et par ils, j'entends assez globalement tout un système politique qui, oui, est en ralentissement par rapport au Rassemblement national et globalement au camp patriote ou identitaire. Mais tout à fait. À chaque élection présidentielle, on voit bien que ce que l'on appelle les populistes, c'est-à-dire les nationaux, les souverainistes, ceux qui estiment que la coopération européenne, c'est très bien, mais le super-État eurocratique qu'on veut leur imposer, non. Voilà, ils n'en veulent pas. Eh bien, ceux-là, évidemment, qui mettent en cause énormément d'intérêts, de situations acquises, bon, à commencer par le fait qu'à chaque élection, ils prennent des sièges de députés qui antérieurement, appartenaient au parti du système. Ils sont haïs. Et ce Parlement, qui est tout sauf démocratique en réalité,
euh, ils votent, c'est extraordinaire, ils votent des textes et des résolutions contre ce qu'ils appellent les populismes. Est-ce que vous imaginez qu'à l'Assemblée nationale, si corrompue qu'elle soit, on s'imagine un jour à voter un texte contre la montée du Rassemblement national, un texte contre les positions de LFI? Non, il y a le débat politique, point barre. L'Assemblée en tant que telle ne s'engage pas contre un parti politique, fût-il d'opposition. Mais au Parlement européen, si. Au Parlement européen, on ne recule devant rien pour écraser cet adversaire gênant qui monte. Et le fait que ce soit presque concomitant avec l'affaire roumaine, votre précédente invitée a eu raison d'ailleurs d'évoquer cette affaire roumaine, qui est un scandale absolu, Ouais. absolu. Non seulement le candidat Georgescu, qui était arrivé en tête qui avait créé la surprise lors du premier tour, a vu l'élection du premier tour annulée, incroyable, sous un prétexte dérisoire, dérisoire. C'est soi-disant parce que les Russes auraient tweeté sur TikTok. Enfin bon, comme si tous les Roumains, quand on connaît la Roumanie, avaient TikTok. Enfin, c'est grotesque, grotesque. Eh bien, et en plus, quand on a recommencé l'élection, on l'a arrêté pour l'empêcher de se présenter. Et on a aussi arrêté de et on a aussi empêché de se présenter une dame, comme l'a dit d'ailleurs sur votre antenne, je crois, hier, M. Asselineau, très justement. Je ne suis pas d'accord en tout avec M. Asselineau, mais il dit des choses très justes sur ce sujet notamment. Que le tribunal constitutionnel roumain a empêché de se présenter parce que, disait-il, ça remettait en cause les relations avec l'Union européenne, ou l'OTAN, ou les deux, je ne sais plus. C'est incroyable. Bruno C'est Gollnisch, incroyable. si vous le voulez bien, revenons rapidement à la situation française, à la vôtre. Et je vous laisse la parole dans un instant, Alexandre, pour cette prochaine question qu'on pose à Bruno Gollnisch, donc sur ce procès qui vise Marine Le Pen et le Rassemblement national, chers auditeurs. Mais restez avec nous, puisqu'on a encore de nombreuses chroniques après Thierry Mariani, Alice Cordier, pour ne citer que. Et puis on retrouvera Régis Le Sommier pour l'addition à 9h. Pour le moment, on continue avec Bruno Gollnisch et Alexandre de Galzin. Oui, alors Bruno Gollnisch, revenons à la situation française, si vous le voulez bien. Maintenant, bon, qu'on a étudié quelque part les causes potentielles, en tout cas, de cette affaire, dans tous les sens, que en fait, finalement, on comprend un petit peu mieux de quoi il en retourne. Là, normalement, à 10h devrait arriver le délibéré, enfin le résultat quelque part du procès, le verdict. Concrètement, à quoi est-ce que vous attendez pour vous, et aussi bien entendu on n'y échappe pas, pour Marine Le Pen, qui est celle qui a le plus grand enjeu, sans vouloir minimiser le vôtre bien sûr, mais qui a le plus grand enjeu dans ce procès, où elle risque tout de même donc une exécution provisoire de son procès, et donc où son appel ne pourrait pas être oui. Exactement, et donc elle ne pourrait pas se présenter en 2027. Concrètement, les résultats arrivent dans d'environ 2 heures. Comment vous attendez ça, vous? Moi, je m'attends au pire. Comme ça, je ne suis pas déçu. Et pour les auditeurs qui ne veulent pas s'attendre au pire, si jamais le résultat n'est pas bon, Bruno Gollnisch, faut pas non plus désespérer. C'est pas la fin pour les partisans de Marine Le Pen. Il y en a beaucoup qui s'imaginent qu'ils vont se retrouver. Je ne désespère pas, mais je m'attends au pire. Je vois bien que nous sommes dans la seringue d'une machination. Il faut appeler ça. Quand il y a une pratique qui est générale, qui est coutumière dans un Parlement, qui a été pratiquée de façon ouverte, donc il n'y a pas la moindre intention délictuelle. À la rigueur, il pourrait y avoir, il y aurait eu un contentieux d'ordre administratif. On nous dit, le bureau a décidé que, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, le bureau a décidé que maintenant, vos assistants, je ne sais pas, vous n'avez pas le droit de mettre en commun
le travail de vos assistants, et ils doivent s'occuper exclusivement des questions européennes, etc. Bon, il y aurait pu avoir un débat, il y aurait pu avoir un recours au bureau, une réunion de la conférence des présidents, etc. Bon, et tout ça aurait pu effectivement entrer en vigueur. Ça c'eût été, à mon avis, extrêmement regrettable et même condamnable, mais enfin, bon. Mais là, cette procédure, on voit bien le dépôt de plainte pour salir des gens qui sont parfaitement intègres. Moi, je n'ai pas. J'ai été, hélas, et je le regrette, je vais vous dire, j'ai été toute ma vie politique particulièrement économe des deniers publics. Je vais vous donner deux exemples quand même. Je pouvais, comme député français au Parlement européen, j'avais le droit d'aller 2 fois par an outre-mer, aux frais de la princesse. J'aurais pu passer Pâques à La Réunion et l'hiver aux Antilles, etc. Bon, en 30 ans, j'ai utilisé cette faculté une fois pour aller en Polynésie française, alors que j'étais membre de la commission des transports. J'ai rencontré toutes les autorités locales. Ce n'était pas un voyage comme celui de la maire de Paris. Et j'en ai rapporté un rapport et des interventions qui ont abouti à la modification des conditions scandaleuses de l'escale de Los Angeles. Un dernier exemple. Je suis linguiste. J'ai dirigé une faculté où on enseignait plus de 20 langues étrangères à près de 3000 étudiants. Ça m'intéresse, la linguistique. Comme député européen, j'avais droit à des cours de langue, vous voyez, mais des cours de langue sur place. J'aurais pu, par exemple, apprendre par faire mon allemand à Innsbruck, de préférence au moment des sports d'hiver, passer le printemps, essayer d'apprendre un peu d'italien en Toscane au printemps, ou alors à Lisbonne. J'aime beaucoup le fado, hein, et je parle un peu portugais. Bon, voilà, je n'ai jamais profité de ces facilités. Si, une fois, une semaine avec 2 collègues pour améliorer mon espagnol, et on a beaucoup travaillé. Bon, bref, toujours est-il que cette procédure a pour but de ruiner une formation politique, parce qu'il demande... il ne se fatigue pas. Ils ne cherchent pas à savoir si les assistants ont quand même un peu travaillé avec le député. Ils prennent la totalité des charges sociales et des salaires qui ont été versés à ces assistants, qui ont tous travaillé. Parce qu'on avait parlé aussi, encore une fois, les imbéciles et les malveillants, on avait parlé d'emplois fictifs. Mais le procès a montré qu'il n'y avait pas eu un seul emploi fictif. On n'est même pas dans le cas d'emploi au profit d'une épouse ou quelque chose comme ça qui n'aurait pas travaillé. Tous ces assistants ont travaillé. Et ils ont travaillé énormément même, ça a été prouvé. Bon, comme assistant parlementaire, comme militant, bon, enfin bref. Donc, cette procédure, ces milliers de pages de l'instruction, du procès, etc., a été fait pour ruiner une formation politique, pour salir des parlementaires parfaitement intègres et pour essayer de trouver un artifice juridique pour empêcher la personne qui est donnée par tous les sondages favorite à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle et sans doute aussi du second, d'être candidate. C'est un scandale absolu, mais ce scandale a été parfaitement travaillé, retravaillé, peaufiné pendant des mois. Il y a des milliers de pages. Je n'envisage pas, malheureusement, que le tribunal ait le courage de faire ce qu'il devrait faire, c'est de balancer tous ces milliers de pages par la fenêtre et de dire circuler, il n'y a rien à voir. Et alors même dans le cas où Marine Le Pen serait effectivement déclarée inéligible, la solution de secours, on le comprend, c'est évidemment Jordan Bardella qui se présenterait à la présidentielle de 2027. C'est en tout cas ce que sous-entend très fortement Marine Le Pen au quotidien. Pourtant, on a appris il y a quelques jours que même Jordan Bardella, lui aussi, était visé par une plainte de Anticor, justement sur l'affaire des assistants parlementaires aussi, mais une plainte qui serait qui serait concentrée sur lui-même. Et notamment pour une affaire d'un agenda qui aurait été rempli plus tard. Quelque part, même lui, qui serait la solution dans le cas où Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter, est aussi visé. Comment vous réagissez à ça ?
Bah, comme vous l'imaginez. Hein. Bon, mais de toute façon, il y aura un candidat national, il y aura un candidat qui portera nos valeurs, qui portera notre protestation contre ce coup d'État, si ce coup d'État se réalise. Encore une fois, moi je dis, je m'attends au pire, comme ça je risque pas d'être déçu, mais le pire n'est pas toujours sûr. Hein. Bon, il y aura de toute façon, évidemment, un candidat national. Il y aura, je crois, dans l'opinion publique, une amertume qui va croissant. Et moi, je voudrais que les Français réagissent et qu'ils réagissent plus fortement, d'ailleurs, qu'ils ne le font. J'ai toujours été moi, pacifique dans mon combat. C'était un combat, mais je l'ai mené pacifiquement. Toutes mes réunions, au départ, toutes nos réunions publiques faisaient l'objet de tentatives d'agression physique, parce qu'on appelle les antifas, etc. J'ai connu avec Jean-Marie Le Pen des poursuites judiciaires absolument insensées, fiscales, enfin de toute nature. Et encore une fois, les agressions, même physiques. Moi, j'espère que les Français se soulèveront et d'une façon ou d'une autre, voilà, et s'opposeront en masse, comprendront qu'on est en train de les priver de leur liberté de choix, de choisir eux-mêmes leur propre destin, et qu'on s'engage dans un processus de totalitarisme soft, si j'ose dire. Parce que c'est totalitarisme en col blanc. Il n'y a pas encore, ça va venir peut-être, mais de guépéou qui vous jette dans un cul de basse-fosse pour vous tirer une balle dans la nuque. Mais enfin, on veut déjà quand même emprisonner les leaders de l'opposition. Bruno Gollnisch, si jamais, on parlait du cas roumain tout à l'heure, il vous reste 1 minute, on comprend bien, donc à travers vos mots, ce que vous considérez être la volonté du système en place d'anéantir les chances de se faire renverser par une force d'opposition qui est de plus en plus forte, justement, c'est le cas de le dire. Si demain, donc, Marine Le Pen est inéligible, que Jordan Bardella est lui aussi attaqué, est-ce que le retour de bâton pour ce système ne sera pas d'autant plus violent que les gens se sentiront justement floués et qu'il y aura une réaction sans commune mesure? Ce serait naturel. Ce serait naturel, oui. Oui, bien sûr. Hein, quand, je ne sais plus, c'est dans les déclarations qui ne sont pas ma tasse de thé préférée, je dirais, mais les deux, c'est la Révolution française qui a proclamé que les droits fondamentaux sont la propriété, la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ben, nous risquons quand même d'être dans ce cas-là. C'est évident, bien sûr. Bien sûr que je pense ce scandale. Alors, il y a des gens qui vont s'en réjouir, il y a des gens qui vont dire, ben voyez, ils sont comme les autres, ils ont tapé dans la caisse. Et un certain nombre, encore une fois, je me répète, imbécile ou malveillant, mais souvent encore, je constate d'ailleurs que les deux qualités sont réunies chez les mêmes personnes. Mais qui disent, ils ont tapé dans la caisse. Mais il n'y a pas 1 centime d'enrichissement personnel dans toute cette affaire. D'ailleurs, ça a été reconnu oralement par la présidente du tribunal, qui pourtant me paraissait quand même endosser assez facilement l'accusation. C'est pas parce que la présidente, par exemple, a dit à un de mes collègues, Laura Chinel, qui est en 10 secondes, Bruno Gollnisch. Bon, chef d'entreprise, mais elle nous comparait à l'abus de bien social, voilà, quand on utilise un employé d'une entreprise pour des fins personnelles. Mais quand nous mettions nos assistants en commun, c'était pas comparable à l'abus de bien social, car nous étions tous unis dans la même entreprise, qui était la défense des intérêts de la France, de ses intérêts légitimes et de son identité. Et on va finir sur ces mots, Bruno Gollnisch, puis surtout continuer à suivre ce dossier, notamment avec Alexandre de Galzin qui sera sur place donc maintenant d'ici une bonne heure. Je vais pas tarder à y aller d'ailleurs, hein, voilà. Oui, tout à fait. Bon courage, vous nous tenez au courant. Alexandre, vous tenez au courant les auditeurs sur X. Abonnez-vous, suivez cette actualité sur nos réseaux sociaux. Et Bruno Gollnisch, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon courage pour la suite.